réveil à vous, à l'écoute de RFI, il est 6h30 à Paris, 5h30 à Libreville et à Kinshasa. Alexis Guilleux. Bonjour à tous. À la une, la présidentielle au Gabon, c'est aujourd'hui 10 candidats dont le président sortant Ali Bongo. L'ouverture des bureaux de vote est prévue dans 1h30. Dès le début de ce journal, on revient sur les détails techniques du scrutin. Une dernière journée de discussion en République démocratique du Congo. Les travaux préparatoires au dialogue politique se terminent dans la journée et déjà les participants ont pu élaborer les grandes lignes de ce dialogue. Au sommaire également un reportage à Bugarama au Rwanda, la localité du sud-ouest du pays où la police a abattu 3 personnes accusées de mener une campagne de recrutement djihadiste, c'était la semaine dernière. Et puis un grand pas pour la justice en Centrafrique, la première audience depuis 6 ans de la cour criminelle a eu lieu hier à Bangui. Le Gabon vote donc aujourd'hui. 628 124 électeurs sont appelés aux urnes pour un scrutin présidentiel à un seul tour. Le chef de l'État, Ali Bongo, brigue un nouveau mandat. Face à lui, 9 autres candidats. Jean Ping, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, est présenté comme le principal rival du président sortant. Les bureaux de vote ouvrent à 7h, heure locale. Et dans les 9 provinces du pays, les Gabonais voteront grâce à leur carte biométrique. Sébastien Nemeth. Grâce à leur carte biométrique utilisée depuis seulement 3 ans, les Gabonais vont pouvoir exercer leurs devoirs citoyens dans les quelques 2800 bureaux. Pour voter, le Gabon utilise un système d'enveloppe double, une blanche où l'on met le bulletin de son candidat favori, une noire où l'on met les autres. Les 2 enveloppes sont collées et glissées dans l'urne. À la fin du scrutin, à 18h, chaque bureau compte ses votes, rédige son procès-verbal. Ces chiffres sont convoyés sous escorte à la commission électorale locale qui, elle, rédige un procès-verbal général, transmis à son tour à la commission provinciale, puis à la commission nationale. Ce qui n'est pas une mince affaire, vu l'état des routes. Certaines zones ne sont d'ailleurs accessibles que par la mer ou les airs. La commission nationale, la CENAP, centralise tout à Libreville. Avec des représentants de tous les camps, elle fait le décompte final. Les résultats sont attendus vers le 30 août. Des recours ne sont alors pas à exclure, par des candidats pour les résultats nationaux ou par des électeurs pour ceux d'un bureau. Ils peuvent saisir la Cour constitutionnelle dans les 8 jours. Les magistrats ont alors 2 semaines pour rendre leur verdict. Boris Vichit, Sébastien Nemeth, Libreville, RFI. Et à noter que plus de 700 observateurs nationaux et des dizaines d'internationaux sont déployés sur l'ensemble du territoire gabonais pour superviser ce scrutin. L'Union européenne a par exemple envoyé une délégation de 60 personnes qui a pour mission de fournir une analyse impartiale de ce processus électoral au Gabon. Dernière journée de discussion ce samedi en République démocratique du Congo dans le cadre des travaux préparatoires au dialogue politique. Après plusieurs jours de blocage, les participants reconnaissent que ces discussions ont avancé. Et malgré le boycott par l'opposition radicale réunie autour d'Étienne Tshisekedi, eh bien ce dialogue national commence à prendre forme. Les précisions à Kinshasa de Kamanda Wakamanda Muzembe. Ambiance de convivialité et de cordialité selon le sénateur Léonard Cheo Kitundu qui conduit la délégation de la majorité. Les participants parlent bien d'une avancée à ces travaux du comité préparatoire au dialogue politique national inclusif. Les délégués ont convenu de la structure même du forum, la plénière, le facilitateur, le bureau avec 2 modérateurs, opposition et majorité, ainsi que la société civile comme rapporteur. Des commissions thématiques sont également prévues. Ça aura été un exploit, a dit pour sa part le RCD Azarias Ruberoa, qui a reconnu l'existence des points de divergence auxquels, selon lui, les participants ont dû trouver des solutions. L'alternance, qui est un point dont le concept de démocratie sera bien à l'ordre du jour, a répondu Azarias Ruberoa à une question de journaliste. Il faut dire aussi qu'après quelques hésitations, la délégation de l'opposition républicaine, conduite par le président du Sénat, Léon Kengo Adondo, a rejoint ce vendredi le comité préparatoire. Selon Michel Bongongo, porte-parole de cette plateforme, l'opposition républicaine assiste aux travaux préparatoires pour y plaider et rendre opérationnel le caractère inclusif du dialogue national qui devra se tenir dans la sérénité et la paix des cœurs. Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. Et par ailleurs, toujours en RDC, le ministre de la Justice a annoncé hier la libération de 5 nouveaux prisonniers d'opinion, dont 4 sont issus du mouvement La Lucha. Il s'agit de Marcel Héritier Capitaine, de Victor Tessongo, de Bienvenu Matumo et de Godefroy Moinaboite. L'organisation La Lucha reste cependant prudente puisque malgré les annonces de la semaine dernière, les prisonniers, ils étaient 4 devant être libérés, sont toujours derrière les barreaux.
Revenons à présent sur la mort de 3 musulmans au Rwanda la semaine dernière. 3 personnes accusées de mener une campagne de recrutement djihadiste abattues par la police à Bugarama. Lors de cette opération dans le sud-ouest du Rwanda, 3 autres personnes ont été arrêtées. Et depuis le début de l'année, la police rwandaise a déjà interpellé des individus suspectés d'avoir des liens avec des organisations djihadistes. À Bugarama, la police dit avoir retrouvé sur place du matériel de propagande. Reportage Stéphanie Aglietti. Devant la maison de Plain-Pied, dont une partie était louée par les 6 musulmans rwandais, Alice Nyonkuru, la fille du propriétaire, se souvient de l'opération de police. Vers 3 heures du matin, la police est arrivée et a crié « Ouvrez les portes !» Nous sommes sortis de la maison, mais ces 6 personnes ont refusé d'obéir et d'ouvrir leurs portes. Malgré de longues négociations, 3 des suspects ont violemment résisté à leur arrestation et ont été abattus, raconte-t-elle, assurant cependant qu'aucun n'était armé. Les 6 musulmans qui n'étaient pas originaires de la région, avaient expliqué être venus à Bugarama pour prêcher. Ils nous disaient que l'islam est un chemin qui mène à Dieu, qui mène au ciel, et que si on rejoignait l'islam, on y arriverait facilement et rapidement. Nous avions des discussions pacifiques. Non loin de là, devant la mosquée, chez certains fidèles, le malaise est palpable. Il ne fallait pas tirer sur les gens qui n'ont pas d'armes, qui ne combattent pas. C'est une règle. En tout cas, nous attendons les enquêtes parce qu'on ne sait rien, on ne peut pas accuser. Un jour avant cette affaire, la police avait annoncé avoir abattu à Kigali un homme armé décrit comme un terroriste. En janvier, toujours dans la capitale, la police avait aussi tué un religieux musulman accusé de recruter pour le compte du groupe État islamique. L'homme aurait tenté de s'échapper alors qu'il était en détention. 23 personnes accusées de terrorisme arrêtées dans la foulée sont toujours en attente de l'ouverture de leur procès sur le fond. Rien n'a filtré des audiences préalables qui se sont toutes tenues à huis clos. Stéphanie Aglietti, Kigali, RFI. Au Burundi, un jeune homme de 27 ans a mis fin à ses jours cette semaine lors de son arrestation par la police devant le marché central de Bujumbura. Selon des témoins, ce vendeur ambulant de cartes téléphoniques et réparateur de téléphones protestait contre le harcèlement des forces de sécurité. La police balaie ces accusations, mais depuis plusieurs semaines, la mairie de Bujumbura traque ces marchands du centre-ville de la capitale. Carole Valade. L'image a fait le tour des réseaux sociaux, celle du corps d'un jeune homme baignant dans son sang, un marchand de Bujumbura qui a mis fin à ses jours lors de son arrestation. Depuis plusieurs semaines, la police chasse les marchands du centre-ville, qualifiés de drogués et de délinquants sans avenir par le maire de Bujumbura. Des mesures illégales et contre-productives selon Gabriel Rufiri. Il préside l'OLUCOM, une ONG de lutte contre la corruption. Ce sont des mesures qui continuent à enfoncer les citoyens burundais dans une misère sana. Il faut plutôt que les autorités réfléchissent sur l'avenir. Selon un habitant qui a vu la scène, le jeune homme est à terre, frappé par les policiers. Il crie qu'il est sans cesse arrêté et qu'il doit payer pour être relâché. Ce n'est pas un cas isolé, dit Gabriel Rufiri. Ces cas sont nombreux au Burundi. Ce n'est pas normal de voir un citoyen qui est en train de chercher sa vie au quotidien, qu'il se trouve dans les mains de la police. Pour être libéré, il y a des demandes de points de vin, donc de l'argent, de la corruption. Pour nous, nous disons que ça, ce n'est pas normal. Tout cela, ce sont des mensonges, répond la police, qui parle d'un phénomène nouveau et encore inexpliqué. Pour l'OLUCOM, le problème est plus large. La corruption serait devenue, je cite, un mode de gouvernement au Burundi. Carole Valade sur RFI. RFI à Bangui, 99.8 FM. La première audience de la Cour criminelle de Centrafrique a eu lieu hier, première depuis la fin du conflit dans le pays. Dans le même temps, la première pierre de la Cour pénale spéciale a été posée. Le renouveau, le relèvement de la justice et la lutte contre l'impunité sont au cœur du programme de Faustin Archange Touadéra, élu à la tête du pays au début de l'année. Cela faisait maintenant 6 ans que de telles audiences n'avaient pas eu lieu en Centrafrique. À Bangui, Esteban Galliano. Pour cette nouvelle audience de la Cour criminelle, 105 individus seront entendus au cours du prochain mois. Des audiences qui auront à juger les auteurs des crimes d'assassinat en passant par la détention illégale d'armes de guerre, de viols et de faits de sorcellerie. Des assises qui n'avaient pas eu lieu depuis l'année 2010. Autre fait marquant pour la justice en Centrafrique, hier vendredi, c'est la signature d'un accord historique entre le gouvernement et les Nations Unies sur la création de la Cour pénale spéciale
4 milliards de francs CFA, 6 millions d'euros sont alloués pour sa mise en œuvre. Un tribunal national dédié uniquement au jugement des responsables de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis sur le territoire. Du côté du ministère de la Justice, on se félicite. C'est la première fois qu'une cour pénale spéciale est créée dans un pays toujours en conflit. Puis on ajoute, cette cour sera créée dans le plein respect de la tradition juridique centrafricaine. Reste à savoir quels sont les hommes et les femmes qui composeront la future cour pénale spéciale et quelles seront ses réelles marges de manœuvre. Esteban Galliano, Bangui, RFI. Une manifestation a été réprimée hier à Harare, au Zimbabwe. Au cœur de cette contestation, le président Robert Mugabe, accusé d'aggraver la pauvreté dans le pays. Les élections générales au Zimbabwe sont prévues dans 2 ans et le climat politique est toujours plus tendu dans le pays. Hier, les manifestants ont répondu à l'appel des principaux partis d'opposition et ils ont été rapidement dispersés par les forces de l'ordre à l'aide de grenades lacrymogènes et de canons à eau. Une 50aine de personnes ont été blessées selon les chiffres avancés par le leader du MDC, le principal parti d'opposition dans le pays. Comment lutter contre l'extrémisme violent en Afrique de l'Est et dans la corne du continent? C'est la question que se pose l'IGAD, l'autorité intergouvernementale sur le développement, a même lancé des consultations avec les différents pays de la région en Afrique de l'Est. Depuis 2 jours, l'IGAD pose la question aux acteurs ougandais. D'abord le gouvernement, c'était jeudi, et hier les différentes organisations de la société civile en Ouganda ont pu présenter leurs propositions et elles demandent à avoir une place plus grande dans des projets d'intégration des plus jeunes. À Kampala, Charlotte Cossey. L'Ouganda a été violemment meurtri par les groupes extrémistes tels que la LRA ou les ADF. En 2010, une attaque à la bombe revendiquée par les Shebabs a causé la mort de plus de 70 personnes. Pour répondre à de telles menaces, il ne fait aucun doute pour Simon Nyambura, responsable de programme de l'IGAD, que la société civile doit être mise au cœur des projets. Pour contenir l'extrémisme violent, vous avez besoin que tout le monde soit sur le pont et la société civile est un acteur critique en la matière. Elle est à la base avec la population, elle travaille avec les gens tous les jours, donc elle est bien mieux informée des problèmes de la population, bien mieux que la plupart des gens. Ahmed Hadji est un survivant de l'attaque des Shebabs. Depuis, il dirige une organisation musulmane qui travaille avec les jeunes. Donc l'une des choses que nous essayons de faire, c'est d'aider en faisant en sorte que les gens ne se servent pas de l'islam en tant que religion pour promouvoir la violence. L'autre chose, c'est de proposer une alternative. Une partie de notre rôle est de s'assurer que les jeunes aient les compétences, les outils pour se créer des opportunités. Parce qu'il y a cette tendance à utiliser les jeunes et à profiter d'eux parce qu'ils sont sans emploi, parce qu'ils n'ont rien à faire et par conséquent ils sont contraints de prendre les armes. Ces discussions ont aussi été l'occasion pour ces acteurs de terrain de demander à l'État plus de coopération. Charlotte Cossey, Kampala, RFI. Des troupes militaires de 46 pays différents viennent de passer 5 jours à Madagascar dans le cadre de l'Africa Endeavour. C'est un exercice annuel organisé par le commandement des États-Unis pour l'Afrique et il a eu lieu pour la première fois sur la grande île. Parmi les 46 pays présents, 40 étaient africains, des militaires qui sont souvent amenés à travailler ensemble sur les terrains d'opération, notamment dans le cadre de missions de maintien de la paix. Alors cet exercice doit permettre à des soldats de nationalités différentes de partager des expériences et d'apprendre à dialoguer avant de partir sur le terrain. Sarah Teto. Les 130 officiers africains présents à cette 10e édition de l'Africa Endeavour sont repartis avec des histoires plein la tête. Cette fois, il ne s'agissait pas d'un exercice de simulation, mais plutôt, comme l'explique le général Jacques Ranzak, d'un partage d'expériences et de savoir-faire. Pour le capitaine de frégate Jean-Edmond Ranjanantenaine, l'utilité d'une telle rencontre est de promouvoir le dialogue entre les pays susceptibles de travailler ensemble dans le cadre d'opérations de maintien de la paix ou de catastrophes en Afrique. La communication et le partage d'informations, un véritable défi pour Madagascar et ses voisins. Le capitaine en sait quelque chose. Depuis avril, il dirige le CERFIM, le Centre régional de fusion d'informations maritimes, un outil dont la réussite sera conditionnée en partie par la quantité d'informations recueillies auprès des pays partenaires. Il a d'ailleurs fait visiter son QG à une flopée d'officiers. Impressionnés, certains d'entre eux ont formulé des promesses d'échange d'informations, une véritable avancée pour le CERFIM. Sarah Teto, Antananarivo, RFI. Antananarivo, il est 7h44, 6h44 ici à Paris.
Merci de choisir la radio du monde pour vous réveiller cet Afrique Matin. À suivre toute l'actualité sportive du continent, ce sera avec Pierre Chaperon. On parlera athlétisme avec le meeting de Paris qui a lieu aujourd'hui. Nous irons également faire un tour à Berlin où se tient actuellement Berlin Atonal, le plus grand festival de musique électronique d'Europe. Mais avant cela, une petite pause et on retrouve notre invité. Appelez-nous, exprimez-vous. Marie Casadebay. Le Sénégal cherche à être autosuffisant en riz pour soutenir la filière. Il encourage donc les Sénégalais à manger du riz sénégalais. Ce lundi, Juan Gomez lance le débat. Comment encourager la consommation des produits locaux dans votre pays ? Seriez-vous prêt pour cela à changer vos habitudes alimentaires ? 33 9 693 693 70. Juan Gomez avec vous au téléphone, lundi à partir de 8h10 TU. RFI. Afrique Matin sur RFI. Alexis Guilleux. Et à l'image de l'affaire Air Cocaïne, le trafic de drogue dans le nord du Mali a longtemps fait l'actualité dans la région. C'est aujourd'hui le sujet du film Woulou, une fiction présentée au Festival du film francophone d'Angoulême, c'est dans l'ouest de la France. Dans ce film, on y retrouve Ladji, un jeune Bamakois qui se retrouve pris dans l'engrenage d'un gang de trafiquants. Un rôle joué par Ibrahim Kona, aux côtés de la chanteuse Ina Modja qui apparaît pour la première fois au cinéma. Et notre invité ce matin, c'est Daouda Coulibaly, le réalisateur de ce film Woulou. Sébastien Gédor l'a rencontré à Angoulême. Daouda Coulibaly, bonjour. Bonjour. Un mot du titre, Woulou, qui est un mot bambara qui signifie le chien. Ça fait référence au rite d'initiation, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça fait référence au Ntomo, qui est une initiation qu'on pratique au Mali. Et le niveau du chien, c'est le dernier des 5 niveaux qui nous permet de valider l'initiation. Alors effectivement, Ladji, votre héros, va passer par toutes les étapes des initiations, si l'on peut dire. Au départ, c'est un rabatteur pour les passagers des minibus à Bamako. Il n'est pas très satisfait de son avenir et il va mettre la main dans l'engrenage d'un trafic de drogue. Est-ce que c'est à travers lui le portrait d'une jeunesse qui cherche à tout prix à s'en sortir ? Absolument, c'est le portrait d'une jeunesse qui travaille, qui est sérieuse, qui est ambitieuse, qui se débrouille avec les moyens qu'elle a et que d'une certaine manière on envoie à l'abattoir. Ladji, c'est un jeune qui travaille comme apprenti, comme on dit à Bamako, dans les transports en public, qu'on appelle les Sotrama. Il a pour ambition de devenir chauffeur et il ne le deviendra pas parce que pour une question de népotisme, il y a quelqu'un qui lui passe devant et c'est un peu sa revanche que de se diriger vers le crime organisé. Et ça va être l'engrenage ? Absolument, oui. À partir du moment où il met un pied là-dedans, il va gravir les échelons parce que Ladji, c'est quelqu'un d'intelligent. Il aurait pu travailler dans un autre domaine, il aurait très bien réussi. Et dans le domaine du crime organisé, il excelle. Donc, il a de plus en plus de responsabilités et il va se retrouver tout en haut de la hiérarchie. Et plus il progresse dans cette hiérarchie du crime, dans cette hiérarchie du trafic de drogue, plus il a de remords. Alors que sa sœur, qui est incarnée par Ina Modja, il la sort de la prostitution, mais dans le même temps, elle est de plus en plus accro à l'argent. Oui, l'argent a de quoi séduire. C'est tout le problème que pose l'irruption du trafic de cocaïne dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Face à une jeunesse qui, pour la plupart du temps, n'a pas eu accès à une éducation de qualité, qui n'a pas les opportunités d'emploi qui lui permettent de vivre confortablement. L'argent que propose le trafic a toutes les raisons de les séduire. Et cette jeunesse est très favorable aux sirènes du trafic. Donc Aminata, quand elle voit cet argent affluer, elle en profite. Elle en profite, elle a le sentiment qu'elle le mérite et donc elle va mener grand train. Et vous vous êtes inspiré de faits réels. Il y a notamment cette séquence avec un avion et ça fait référence à l'avion de la drogue qui s'était posé dans le nord du Mali. Oui, vous faites référence à Air Cocaïne. Oui, c'est cette l'affaire d'Air Cocaïne, on en a beaucoup parlé. Donc c'est quelque chose que personne n'ignore là-bas. Tout le monde sait qu'il y a ce problème. Tout le monde aurait très bien pu imaginer qu'il y aurait des conséquences. Mais le fait de ne pas en avoir parlé, le fait de ne pas avoir essayé peut-être de débattre ou d'avoir considéré que la question était mineure, voire même étrangère, c'est ce qui a engendré d'une certaine manière la crise qu'on a connue en 2012 et dont on n'est pas vraiment sorti encore aujourd'hui. Daouda Coulibaly, vous expliquez justement dans Woulou comment le trafic de drogue a contribué au déchirement du Mali, nord-sud et au financement du terrorisme. Oui,
parce que pour les terroristes, il faut se procurer des armes. Pour se procurer des armes, il faut des fonds. Alors oui, il y a les otages qui sont une source de financement, mais ce n'est pas la seule. Il y a un trafic de cocaïne qui s'est installé depuis les années 2000 dans la région de l'Afrique de l'Ouest et les sommes engendrées sont considérables. L'affaire d'Air Cocaïne dont on parlait tout à l'heure, c'est 5 à 6 tonnes de cocaïne transportée, ce qui représente des millions d'euros. Ce n'est pas des petits sous, c'est susceptible de déstabiliser n'importe quel pays. On ne va pas dévoiler la fin du film, Daouda Coulibaly, mais on peut dire que la morale quand même n'est pas totalement sauve. Il y a la corruption des fonctionnaires, la corruption des dirigeants, le fossé grandissant entre riches et pauvres. C'est votre vision du pays aujourd'hui ? Non, c'est pas que ça. Moi, j'ai une vision générale du Mali qui est beaucoup plus favorable. Mais là, ce dont j'avais envie de parler, c'était des dysfonctionnements qui, pour partie, sont derrière la crise. Et ça donne peut-être une image sombre du Mali, mais je pense que le Mali a besoin de cette image-là pour pouvoir débattre sainement et repartir sur des bonnes bases. Il y a une séquence dans Wouhlou, Daouda Coulibaly, c'est quand Ladji, comme dans un rêve, croit voir un masque qui lui parle. Quel est le sens de cette séquence ? C'est une manière aussi d'ancrer le film dans une certaine tradition ? Oui, c'est une marionnette. C'est la marionnette d'un ami à lui qui lui revient en rêve. J'ai utilisé des marionnettes dans mes 2 courts-métrages précédents et c'est quelque chose à quoi je tiens beaucoup. C'est une manière de faire surgir la tradition pour moi. Et la tradition vient se rappeler au bon souvenir de Ladji. Elle l'interpelle et c'est quelque chose qui va le troubler pour le reste du film. Daouda Coulibaly, merci. Daouda Coulibaly, le réalisateur du film Wouhlou, interrogé par Sébastien Gédor. Les grands titres de l'actualité internationale, l'Italie se prépare à une journée de deuil ce samedi. Aujourd'hui doivent avoir lieu les premières funérailles des victimes du tremblement de terre de mercredi. Et alors que les secours ne s'attendent plus à retrouver des survivants, on compte officiellement 281 morts, dont 221 pour la seule commune d'Amatrice. L'ancien président brésilien Lula, inculpé pour corruption et blanchiment d'argent dans l'enquête sur des malversations autour du groupe pétrolier Petrobras. Ses avocats dénoncent une inculpation politique. Elle intervient alors que s'est tenu hier le 2e jour du procès en destitution de la présidente Dilma Rousseff. La Russie et les États-Unis annoncent des progrès vers un cessez-le-feu en Syrie. Les chefs des diplomaties des 2 pays se sont rencontrés hier à Genève pendant une douzaine d'heures. Parmi les points restants à régler, l'accès humanitaire aux civils en danger. Et puis en France, le Conseil d'État a suspendu l'arrêté anti-Burkini de la ville de Villeneuve-Loubet, estimant qu'interdire ces tenues de bain islamiques porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales. Plusieurs maires ont déjà fait savoir qu'ils maintenaient leurs arrêtés municipaux. Le journal des sports. Bonjour Pierre Chaperon. Bonjour Alexis. De l'athlétisme pour débuter avec la réunion de Paris, comptant pour la Ligue de Diamant. Et le retour des vedettes des derniers Jeux Olympiques, moins d'une semaine après la cérémonie de clôture à Rio. En tout, on a compté, ce sont 27 médaillés qui seront présents sur la piste du Stade de France, dont plusieurs Africains. On peut citer là le Congolais Franck Elomba, 4e des JO au poids, des sprinteurs ivoiriens, Ben Youssef Meïté, 6e du 100 mètres, ainsi que Marie-Josée Talou, qui elle se présentera sur 200 mètres. L'Algérien Makloufi s'alignera sur 800 où il est vice-champion olympique. À suivre aussi les performances kenyanes. C'est le cas de Faith Kipyegon, médaillée d'or du 1500 mètres féminin. Elle espère continuer sur sa dynamique même si l'enchaînement risque d'être compliqué. J'ai passé un super moment à Rio. J'ai gagné le 1500 mètres. Un titre de championne olympique, c'est tellement dur. J'étais vraiment heureuse. Pour ce meeting, tout le monde est fatigué des JO. Il a fallu courir des séries, une demi-finale, une finale. On va juste essayer de faire du mieux possible. J'espère que ce sera une bonne course. À propos recueilli par Antoine Grenier, comme on parlait du Kenya, sachez qu'on a appris hier l'arrestation du secrétaire général du comité olympique kényan, Francis Paul. Il est visé par une enquête sur une série de dysfonctionnements, notamment un vol présumé de certaines tenues officielles. On passe au football. Le torchon brûle entre le sélectionneur du Cameroun, Hugo Bross, et le gardien de but, Carlos Kameni. Oui, puisqu'on a appris que Bross ne voulait plus appeler le portier de l'Espagnol Barcelone en Liga, un choix dicté par l'absence de contact entre les deux hommes depuis que Kameni n'a pas été appelé en juin dernier. Absent de la liste pour affronter la Gambie et le Gabon, les prochains adversaires des Lions indomptables, Kameni préfère, lui, calmer le jeu. Il n'a pas dit que la porte était fermée. On va éviter un peu
tout ce qu'il y a. Au contraire, la porte était ouverte, mais qu'il n'allait pas m'appeler parce qu'il attendait que je l'appelle. Bon, il faut laisser le temps aux gens qui sont convoqués de penser au match, c'est le plus important. Plus on évite des polémiques, plus chacun est à l'aise dans sa tête et dans sa peau. Je suis Camerounais et fier de l'être. Et pour la patrie, il n'y a pas de discussion. Donc on verra bien avec le temps comment les choses se feront. Donc on peut penser à un retour de Carlos Cameroun. Bon oui, c'est possible. Et pourquoi créer de l'amalgame quand il n'y en a pas? On laisse le temps à ceux qui auront fait le match de Gambie de bien le préparer et on les soutient. Voilà qui est dit, le gardien de but camerounais Carlos Kameni au micro de notre correspondant en Espagne, François David. On connaît la liste des sélectionnés togolais pour les éliminatoires de la CAN. Claude Leroy, le sélectionneur, a fait ses choix pour affronter Djibouti début septembre, avec notamment des anciens, des joueurs d'expérience, l'attaquant Emmanuel Adebayor, le gardien de but Kossi Agassa et le milieu de terrain Alexis Romao. 3 joueurs qui ont une particularité, ils sont actuellement sans club. Enjeu important pour le Togo sur cette rencontre, puisque les éperviers doivent gagner pour espérer finir parmi les 2 premiers de leur groupe dans lequel ils pointent à la 3e position. Le marché des transferts à présent, le prix Marc-Vivien Fouet 2016 devrait changer de club dans les prochaines heures. Sofiane Bouffal va quitter Lille en Ligue 1, direction la très lucrative Premier League, l'Angleterre et le club de Southampton. L'international marocain va s'engager pour 20 millions d'euros, bonus compris. Il retrouvera l'entraîneur français Claude Puel, arrivé cette saison du côté de Saints. On reste dans le football, mais dans celui des sables, le beach soccer avec les barrages allés de la CAN est déjà un résultat. Oui, la Côte d'Ivoire était opposée à la Tanzanie hier. Les Ivoiriens qui l'ont emporté 7-3 et prennent donc une sérieuse option à suivre ce samedi Cap-Vert-Sénégal. Le Kenya affronte le Ghana. La suite du programme dimanche, le Mozambique est opposé au tenant du titre Madagascar. À noter que le Maroc, l'Égypte et la Libye sont déjà qualifiés suite au forfait de leur adversaire. Ils rejoignent le Nigeria, hôte de la compétition qui aura lieu, en décembre prochain. Et on la suivra bien entendu sur la Radio du Monde. Toute l'actualité internationale est à retrouver sur notre site internet, le www.rfi.fr. Dans un peu plus de 4 minutes, un nouveau journal sur la Radio du Monde. Venez participer à la course Enfants sans cancer le 25 septembre prochain au domaine national de Saint-Cloud. Cet événement permet de récolter des fonds pour la recherche contre le cancer des enfants. De nombreux chercheurs, médecins, personnalités, ainsi que le parrain de l'association Christophe Dominici seront présents. Vous pourrez ainsi courir 5 km, 10 km ou marcher 5 km, le tout dans une ambiance festive et solidaire. Alors inscrivez-vous vite sur www.enfantsanscancer.fr. Le festival Berlin Atonal se termine ce week-end dans la capitale allemande. 4 jours pour le plus grand festival de musique électronique du continent depuis 34 ans. Rencontre ce matin avec le DJ français LoJack sur des rythmes afro-cubains. Il s'est intéressé à l'histoire d'un peuple du Pacifique. Reportage à Berlin, José Marigno. LoJack est toujours là où on ne l'attend pas. Réputé pour sa techno primitive presque obsessionnelle, il remplace les beats des machines par les rythmes afro-cubains qui lui ont fait découvrir ses racines au musée. Le musée du Quai Branly m'ont invité à fouiller dans les archives sonores du musée pour recréer une espèce de petite pièce musicale dans les jardins du musée. C'est à ce moment que le DJ LoJack tombe nez à nez avec ce peuple des Caraïbes appelé Garifuna. Du coup, je me suis intéressé au Garifuna, qui est un peuple insulaire dans le Pacifique, qui sont propagés sur plusieurs îles, et notamment sur des îles honduriennes. Je suis né à Tegucigalpa, donc à la capitale au Honduras, mais je l'ai à peine connu parce que je suis parti à l'âge de 4 mois. Adopté, il quitte alors son pays pour la France. Je connais assez peu finalement mes origines. L'idée c'était du coup de délivrer un peu cette commande du musée et en même temps d'arriver dans une démarche un peu plus introspective sur mes origines. Pour le coup, de manière totalement littérale, nouer un peu avec ces rythmes. J'étais très fasciné par l'aspect rituel. Je me souviens, il y avait cette exposition hallucinante justement au Quai Branly que j'avais fait, qui s'appelait Les Maîtres du Désordre. Vous voyez ces espèces de masques africains faits de boue, faits de sang, où les gens se mettent en transe avec des rituels sacrés. Leurs chansons, les paroles des chansons, leur vie, tout simplement leur histoire.
les Garifuna seraient les seuls noirs du continent américain qui n'aient jamais connu l'esclavage. Un peuple complètement fascinant, légendaire en fait. Un peuple qui vraiment a un destin fou, quoi, parce qu'ils venaient de Centrafrique, c'était vraiment dans des galères pour être esclaves en fait. Certains d'entre eux se sont échoués, il y a eu un naufrage et les quelques rescapés sont arrivés sur cette île et c'est les Garifuna, quoi. Il y a vraiment une dimension super légendaire, très ésotérique autour de ce peuple. C'est toujours quelque chose qui m'a fasciné et je trouve les ponts avec la musique électronique, percussif, c'est polyrythmique, c'est toujours quelque chose qui est en moi, l'idée de trance, de répétition. Cette histoire des Garifuna, LoJack l'a transformée en musique dans le premier et le meilleur de ses 3 albums. José Marinho, Berlin, RFI. Et le festival Berlin Atonal qui se termine demain dans la capitale allemande. Tout de suite, RFI Matin avec Sonia Ghazali. Belle journée à vous à l'écoute de la Radio du Monde.